Saviez-vous qu'en France, près d'un adulte sur 3 est concerné par l'hypertension artérielle ? Cela représente environ 17 millions de personnes. Pourtant, ce problème reste largement sous-estimé. Seulement la moitié d'entre elles sont dépistées. Et parmi elles, un quart seulement suivent un traitement efficace. Et le plus troublant, c'est que l'hypertension ne provoque que rarement des symptômes visibles. Pourtant, elle est la première cause de mortalité dans notre pays et la principale responsable d'affections graves, comme les AVC, les infarctus ou encore l'insuffisance cardiaque. La bonne nouvelle, c'est que le diagnostic est simple et qu'il existe plus de 60 traitements efficaces, bien tolérés pour la contrôler. Alors pourquoi ce décalage entre les solutions et la réalité ? Comment savoir si l'on est hypertendu ? Peut-on se fier aux appareils connectés pour mesurer sa tension ? Quelles sont les causes, les traitements possibles et surtout, comment vivre sereinement avec cette maladie ? Et pour répondre à toutes ces questions, nous recevons Jean-Jacques Mourad, professeur de médecine interne à l'hôpital franco-britannique. C'est l'un de nos meilleurs spécialistes en hypertension. Je suis Margot Decrouville, chef du service santé de BFM TV. À ses côtés, Alain Ducardonnet, médecin, consultant santé BFM TV. Vous écoutez le podcast Santé, le podcast qui prend soin de vous. Jean-Jacques Mourad, bonjour. Bonjour. Alors, tout le monde connaît peu ou prou la notion de tension artérielle. On l'a pris chez son médecin, ou l'a pris à la pharmacie. Mais en fait, on va commencer par une question simple. C'est quoi la tension ou la pression ? D'ailleurs, une tension ou pression artérielle ? Et on vous donne à chaque fois 2 chiffres. Ça correspond à quoi ? Alors c'est un synonyme, tension ou pression, on en parle. On préfère le terme pression parce qu'on s'éloigne un peu de l'amalgame qui peut être fait entre la tension nerveuse, le stress et la tension artérielle. On le donne en 2 chiffres parce qu'elle exprime la pression qu'il y a au niveau des artères au moment où le cœur se contracte. C'est la pression maximale, c'est ce qu'on appelle la pression systolique, c'est habituellement le premier chiffre. La normalité est autour de 14, 114 en centimètres de mercure ou 140 comme l'expriment les appareils. Le deuxième chiffre est le moment où le cœur se relaxe, c'est ce qu'on appelle la diastolique, et la normalité aux alentours de 90 ou 9. D'accord. Comment ça se mesure ? Est-ce qu'on peut le faire chez soi ou c'est pas recommandé ? En fait, le défi aujourd'hui est de le mesurer plutôt en dehors des cabinets médicaux qui sont ou saturés ou inaccessibles, vu le grave manque et déficit de dépistage qu'il y a dans la population, puisqu'on estime aujourd'hui que 30% des hypertendus l'ignorent. Il faut la mesurer dans des conditions rigoureuses à la maison, et c'est-à-dire on la mesure en gros quand on va bien, puisque tout ce qui va faire que vous allez mal à un moment, on vous marche sur le pied, votre conjoint vous énerve, votre fils a un 0 à l'école, va élever transitoirement la pression artérielle. Et la mesurer dans ces conditions ne va pas vous permettre de savoir si vous êtes hypertendu permanent, maladie, ou simplement réactif à un stress aigu. On parle souvent, en fait, quand on prend la tension chez les médecins, d'effet blouse blanche. C'est quoi ? Alors, c'est ce qu'on appelle en langage scientifique l'hypertension isolée de consultation. C'est des chiffres tensionnels qui sont uniquement élevés en présence d'une blouse blanche d'un médecin. Et on sait d'ailleurs que c'est plus haut est le diplôme et plus la pression artérielle peut s'élever. Elle est moins importante avec une infirmière, par exemple. Le matin ou le soir, on s'en fiche, il y a un meilleur moment ? Aujourd'hui, l'idée est de multiplier les mesures pour faire un diagnostic. Et ça peut devenir anxiogène. Oui, ça peut l'être. Alors, généralement, on dit qu'aujourd'hui, en France, on propose ce qu'on appelle la règle des 3. C'est-à-dire pour un hypertendu, par exemple, habituellement sous traitement, qui va voir son médecin traitant pour renouveler son ordonnance, on lui recommande de mesurer dans la semaine qui précède ce contact médical, 3 jours de suite, 3 mesures le matin dans de bonnes conditions de repos, au bout de 5 minutes silencieux, sans écran en particulier, 3 mesures consécutives le soir, et ce, 3 jours de suite. La moyenne de ces 18 mesures va être extrêmement informative sur la capacité qu'il a d'être protégé par le traitement qu'il prend ou de la nécessité d'augmenter le traitement. Et si je ne suis pas hypertendu ou que je ne le sais pas ? Alors ça, c'est super important parce qu'aujourd'hui, c'est là où il y a une grande marge de progression pour améliorer la prise en charge globale des hypertendus, puisque, comme vous l'avez dit, il y a moyen de très bien se protéger derrière. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est qu'on ne se sent pas hypertendu. Et quand on ne se sent pas hypertendu, généralement, on n'a pas d'autres maladies, puisque c'est souvent la première maladie qui va affecter l'homme de la quarantaine. En fait, on ne se sent pas malade, donc on ne va ni à la pharmacie, ni chez le médecin. Et donc aujourd'hui, il faut considérer ces appareils de pression artérielle qui ne coûtent pas cher comme une dotation habituelle d'un foyer moderne, au même titre qu'un passe-personne.
Moi, je suis frappé par le taux de pénétration des pèse-personnes dans les foyers, plus de 90%. À une époque où, quand j'étais petit, les pèse-personnes étaient dans les squares, dans les jardins publics, il fallait mettre, ça ne me rajeunit pas, Non, ça fait pas très une jeune. pièce, et il fallait monter dessus, et les gens étaient intéressés par connaître leur poids parce qu'ils ne l'avaient pas à la maison. Aujourd'hui, il faut, vu le constat qu'il y a 30% d'hypertendus qui s'ignorent, sortir cette mesure des cabinets médicaux et la démocratiser, parce qu'il y a les moyens de la démocratiser. Ces appareils sont parfaitement fiables, à condition que la mesure se fasse bien, et que, à l'occasion de la fête des voisins, on sorte l'appareil, on se mesure dans l'immeuble la pression artérielle. À l'occasion de la fête des pères, c'est bientôt, on offre à son papa qui a déjà 3 cravates, Ça peut être mal pris, des pulls moches, etc., qu'on offre un appareil de tension. Il lui sera bien plus utile qu'une énième boîte de Ça coûte chocolat. combien en moyenne? Ça coûte entre 30 et 50 euros, et ça dure plusieurs années. Alors, on a quand même le sentiment que les chiffres d'hypertendus, globalement estimés ou réels, augmentent régulièrement. C'est vrai dans tous les pays du monde. Récemment, on disait aux États-Unis, à peu près 45% de la population est hypertendue. Mais on a l'impression qu'on se le répète régulièrement. Tous les ans, tous les 10 ans, tous les 5 ans, on dit bah oui, il y a de plus en plus d'hypertendus. Bon, d'accord, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire ce qu'a dit le professeur Mourad. Bah oui, mais ça n'a pas changé grand-chose. Qu'est-ce qui se passe avec l'hypertension? Ouais, c'est un vrai marronnier, pour vous comme pour nous, et c'en est très déceptif parce qu'on a l'impression que tout seul, on n'y arrivera pas. D'ailleurs, on fait le constat. Moi, en 2015, j'avais écrit que l'objectif en France devait être de contrôler 70% d'hypertendus à 3 ans. On a toutes les recettes pour le faire. On n'a pas besoin de plus d'argent, très honnêtement. Pour une fois, on a besoin juste de plus d'attention, pardonnez-moi le jeu de mots. Le plus d'attention de tout le monde. Et le problème, c'est qu'il faut que tout le monde rame dans le même sens. On a été, depuis 2012, avec plein d'injonctions paradoxales autour de l'hypertension. Le retrait de l'ALD pour les formes les plus sévères de l'hypertension a été un coup extrêmement sévère à cette maladie, puisque le ministre en poste, pour le justifier, a rétrogradé la maladie, la première maladie des Français, au rang de simple facteur de risque. On pourrait dire la même chose des diabétiques, que c'est juste un facteur de risque. Et pourtant, ça n'a pas été la même chose. Elle est moins enseignée à la faculté, elle fait l'objet de moins de recherches par les industriels parce que le coût du traitement journalier de l'hypertension n'est pas celui du cancer, par exemple. Et donc, il y a eu un faisceau d'éléments qui a fait que l'attention a été moins portée à ces patients et à cette maladie qui pourtant reste la première cause de mortalité dans le monde, la première cause de raccourcissement de l'espérance de vie en bonne santé. Et aujourd'hui, le problème, c'est de ramer à contre-courant depuis 20 ans. Et on doit y arriver grâce à ce type d'émission, grâce à ce type de sensibilisation qu'il ne faut pas cesser de faire. Oui, mais le vrai problème, c'est qu'en fait, ça ne parle pas. Ça paraît silencieux. Ouais. Donc, en fait, on se dit un jour, même si un jour on fait un infarctus ou si on a de l'insuffisance cardiaque, on va se dire, c'est parce que j'ai mal mangé. On n'y pensera pas Mais forcément. on ne pensera pas au fait de l'hypertension. C'est ce côté paradoxal du silence et de l'expression brutale d'une maladie. La plus belle caricature de ça, c'est qu'il n'y a pas d'association de patients dans l'hypertension. On pourrait se questionner. Ça pourrait être le premier parti de France. Et il n'y a pas. C'est-à-dire qu'en fait, même les patients ne considèrent pas la maladie et sa prise en charge actuellement comme un problème, alors qu'il y a un vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, on a les moyens de contrôler 70 à 90% des hypertendus et qu'en France, on est à 50% d'hypertendus traités, chiffre en plateau depuis 10 ans. Aucun progrès. Donc, à cause de qui? On a longtemps dit que c'était à cause des malades. Lapsus significatif. Lapsus significatif. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est, pardonnez-moi, cher confrère, à cause des médecins en grande partie. Alors, il ne faut pas les blâmer et casser du sucre. Pourquoi je dis que c'est à cause des médecins? Parce qu'aujourd'hui, ils n'apprennent plus la thérapeutique de l'hypertension. Ils ne sont plus motivés à mieux soigner, puisqu'il y a eu à un moment des incentives, pardonnez-moi le terme anglais, pour favoriser la considération de l'hypertension. Et puis, ils sont noyés par d'autres maladies plus révolutionnaires dans leur traitement. Pourtant, ça paraît un peu comme le b.a.-ba quand on va chez son médecin. C'est l'un des premiers gestes. Oui, c'est les premiers gestes. Mais derrière, aujourd'hui, ce n'est pas tant la connaissance de la maladie que sa thérapeutique. Vous l'avez dit, les traitements de l'hypertension, ce n'est pas comme le traitement du cholestérol, ce n'est pas basé sur 1 ou 2 molécules, c'est basé sur 6 grandes classes thérapeutiques qui intègrent plus de 120 molécules. Ça peut paraître énorme. En fait, c'est simple une fois qu'on s'y plonge. Et aujourd'hui, jongler avec ces traitements, c'est un peu comme le traitement du sida, les trithérapies du sida.
c'est plutôt des associations de traitement. Et pour connaître ça, il faut connaître ses bases. Et le problème, c'est que les bases aujourd'hui ne sont plus apprises dans l'école de médecine. Elles sont peu apprises au cours de la formation des médecins généralistes, dont c'est le cœur de métier, c'est le premier motif de recours de soins en médecine générale. Et aujourd'hui, malheureusement, il faut le dire, la prise en charge d'un hypertendu en France, c'est un peu la loterie. Donc, ce que vous dites, c'est que si je vais voir mon médecin et qu'il voit que j'ai une tension au-delà de 14, c'est ça qu'on voit, il ne va pas forcément me proposer un traitement. Il peut ne pas vous proposer un traitement, il peut vous proposer un traitement et on sait qu'il y a des réponses différentes. Vous n'allez forcément pas répondre adapté à ce premier traitement. Et souvent, ce qu'on constate, en tout cas à l'échelon général, c'est qu'il y a une dette thérapeutique en France dans l'hypertension, c'est-à-dire que les malades ne prennent pas assez de molécules par rapport à leur niveau de tension et par rapport à d'autres pays comme le Canada par exemple, qui est assez vertueux dans ce domaine, après avoir été très longtemps derrière nous, et que souvent, quand les médecins associent des traitements, ce n'est pas les bonnes associations recommandées. Donc il y a un vrai déficit de formation et d'information, et en parallèle derrière, il y a des malades à qui on ne donne pas le sens de la prise médicamenteuse. On a l'impression que c'est un plaidoyer pour les médicaments, pas forcément. C'est pas un plaidoyer pour les médicaments, c'est un plaidoyer pour une protection. Il faut comprendre le sens du traitement. C'est essentiel pour une maladie asymptomatique. Moi, j'aurais 50 ans, on me dirait tu dois prendre 3 médicaments. Si on ne m'explique pas pourquoi, je prendrai 1 mois, 2 mois et puis j'arrêterai. Aujourd'hui, c'est raconté la plupart du temps comme étant des médicaments pour faire baisser la pression artérielle et les plus complotistes diront pour gaver les laboratoires. Je vous rappelle que l'essentiel de ces médicaments aujourd'hui, ou la quasi-totalité est génériquée et coûte plus grand-chose à la collectivité et qui la rembourse tout le temps parce qu'elle a bien conscience que c'est très protecteur. Aujourd'hui, moi, quand je raconte à un malade réticent pour commencer un traitement, parce que c'est souvent le premier traitement, je lui dis, c'est pas pour faire baisser la pression, c'est un traitement anti-âge. Vous mettez peut-être des crèmes anti-rides tous les matins pour éviter, elles ne sont pas remboursées par la Sécu, leur effet n'est pas prouvé. Moi, j'ai des médicaments qui, si vous les prenez à 50 ans, vous garantissent, si vous baissez votre pression artérielle, 7 ans d'espérance de vie en plus et 2 ans d'espérance de vie de qualité en plus, c'est-à-dire sans la dépendance des séquelles d'un accident vasculaire cérébral, avec beaucoup moins de risques de démence et donc de vivre ce qu'on vit notre génération vis-à-vis de nos aînés qui, eux, n'avaient pas accès au traitement antihypertenseur qui n'existe que depuis les années 70. Raconter comme ça, vous donnez un sens au traitement qui, j'allais dire, accessoirement, fait baisser la pression artérielle. Alors on évoquait tout à l'heure le fait qu'en effet les médecins n'étaient peut-être pas tout à fait dans le coup, ne prenaient peut-être pas très au sérieux, que les patients, en fin de compte, voyaient pas forcément l'importance et le lien avec une maladie éventuelle. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de propositions, en fait, pour que, comme on dit classiquement, le patient devienne acteur de sa santé, devienne acteur de sa prise de tension artérielle. Et on vous propose maintenant des tas de publicités partout pour dire, mais c'est très simple, je vous mettez une montre, vous allez avoir votre tension, vous mettez votre doigt sur votre iPhone, vous allez avoir la tension. Est-ce que ces appareils dits connectés sont validés aujourd'hui, comme le sont les appareils d'automesure classiques en pharmacie ? L'avenir, et je suis entièrement d'accord avec vous, passera par un patient qui va être son principal vigile vis-à-vis de la pression artérielle, c'est-à-dire qui va mesurer, et de plus en plus mesurer, sa pression artérielle automatiquement ou semi-automatiquement en dehors des cabinets médicaux. Et les cabinets médicaux ne doivent plus être un endroit où on mesure la pression artérielle. Il y a 2 problèmes vis-à-vis de ça. C'est effectivement la qualité de la mesure et la quantité de mesure. Je suis persuadé qu'on y arrivera à un horizon de 10-15 ans et probablement à changer même la définition de l'hypertension, aujourd'hui classiquement bornée sur 2 valeurs mesurées à 3-4 reprises, sur plutôt une aire sous la courbe, c'est-à-dire une moyenne et une charge tensionnelle au cours du temps, et on changera, on y arrivera. Le problème aujourd'hui, c'est que les outils qui proposent cela, c'est-à-dire des mesures sans brassard, parce que je vous rappelle qu'on mesure classiquement une contre-pression, puisqu'on comprime l'artère, et c'est ce qu'on mesure en fait. Ces techniques qui passent par les smartphones, qui passent par des bagues, qui passent par des montres, n'utilisent pas la technique classique du brassard qui gonfle. Et aujourd'hui, très peu d'entre elles, pour dire quasiment aucune, n'ont passé les bancs de validation de ces appareils de pression artérielle. Elles ont du mal parfois à détecter des variations de pression. Elles ont du mal parfois à détecter la pression artérielle chez certains individus.
Si bien que à ce stade-là, aujourd'hui, en 2025, elles ne sont pas recommandées pour surveiller sa pression artérielle. Mais je ne doute pas que le sens du progrès ira vers l'utilisation de ce genre d'outils à un horizon de 5 à 10 ans pour mesurer quotidiennement la pression artérielle. Donc vous dites attention, on ne se fie pas qu'à sa montre. Aujourd'hui, les montres sont extrêmement performantes pour détecter une fréquence cardiaque et une variation de fréquence cardiaque et le modèle de l'arythmie, qui est une autre maladie extrêmement impactante et péjorative, a démontré que ces montres sont capables en général de le mesurer. Il y a eu des études pour ça. Pour la pression artérielle, ce n'est pas encore le cas. Et donc, il faut faire l'appareil classique à entre 30 et 50 euros, plutôt au bras, moins au poignet, pour mesurer position assise. Je voudrais revenir sur un point qu'on a évoqué. Il n'y a jamais de symptômes ? Si, bien sûr. Alors, dans les formes extrêmement sévères d'hypertension, donc on est sur des chiffres au-delà de 180, par exemple, pour le premier, vous allez avoir les maux de tête, vous allez avoir les mouches volantes dans les yeux, vous allez avoir parfois les oppressions thoraciques, parfois des gènes à l'effort. Mais on est dans 10 à 15% de la population qui va avoir ces chiffres extrêmement élevés. L'hypertension légère à modérée ne s'accompagne le plus souvent d'aucun symptôme. Et à l'inverse, quand on commence à la baisser, c'est comme quand on bride un moteur, les gens se sentent plus fatigués en début de traitement parce qu'on leur baisse leur pression. Alors, est-ce qu'il y a des causes, en fin de compte ? Parce que toutes les maladies, on dit, on va traiter la cause, donc on n'aura pas la maladie. Est-ce que là, on a une idée des pistes de maladies ? Pourquoi la tension se dérègle ? Alors, il y a, on va dire, 80% de la population qui a ce qu'on appelle une hypertension essentielle, c'est-à-dire sans cause unique individualisée dont le traitement permettrait de guérir l'hypertension. Là, on va trouver tout le cortège d'hypertension qui ont un peu de génétique. Quand vos parents sont hypertendus, vous avez vous-même un risque doublé de devenir hypertendu vous-même. Et puis très rapidement, le cortège environnemental qui passe par la consommation de sel, le stress au travail, la sédentarité, qui vont faire le lit de l'élévation plus rapide que le voudrait la nature de la pression artérielle, parce que c'est bien de ça dont il s'agit. 20% des patients vont avoir une cause secondaire, c'est-à-dire une fois traitée, identifiée, elle peut normaliser la pression artérielle sans médicaments. Ce sont des causes hormonales pour la grande partie, et c'est ça qu'on recherche dans un centre expert en hypertension. Quand on a des signes avant-coureurs, ça peut être dans des formes hormonales, des signes sur la peau par exemple, et ça peut être des signes biologiques. Une baisse du potassium récurrente doit nous faire alerter vers un excès de certaines hormones et qui font l'objet de bilans en milieu spécialisé avec certains examens, certains dosages. Est-ce que pour une légère hypertension, le mode de vie, vous avez parlé de l'activité physique, l'alimentation, peut faire rentrer les choses dans l'ordre ? Oui. Dans les formes légères d'hypertension, donc ces règles d'hygiène de vie qui pourraient s'appliquer très honnêtement à tout le monde et pas uniquement aux hypertendus, peut faire gagner de l'ordre de 7 mm de mercure en moyenne, c'est ce qu'on dit, hormis tout excès. Par exemple, un grand alcoolique qui arrêterait de boire, on pourrait avoir des baisses plus importantes. Mais en moyenne, quand on fait tout comme on dit à la télé, mieux manger, plus bouger, etc., vous arrivez en moyenne à faire baisser de 7 à 10 mm de mercure, c'est-à-dire l'équivalent d'une molécule antihypertensive. Tous les médicaments qu'on a aujourd'hui, vous avez cité qu'il y avait quand même 120 molécules à peu près, est-ce qu'on peut encore trouver quelque chose de mieux ? Ou est-ce qu'en fin de compte, on a un arsenal suffisant et on trouve toujours la bonne recette ? Alors, on a besoin de trouver mieux. Pourquoi ? Et aujourd'hui, parce que en 1970, la priorité des chercheurs était liée à l'épidémiologie. Il fallait sauver, pardonnez-moi le terme et la caricature, l'homme blanc nord-américain, père de famille, chef de famille, qui laissait une veuve et des orphelins suite à un accident vasculaire à 50 ans. C'était ça, la réalité de l'épidémiologie de l'hypertension quand il n'y avait pas de traitement. Et puis, grâce aux médicaments, la population a vieilli. Le contingent féminin est apparu après la ménopause, c'est ce qu'on disait dans les années 80. Et aujourd'hui, il y a des formes d'hypertension qui ne sont plus celles de l'homme jeune américain et qui ont besoin d'agir par des molécules qu'on n'a pas à notre disposition aujourd'hui. Il nous faudrait, de manière caricaturale, des assouplisseurs d'artères. On n'a pas ça. On a des médicaments qui agissent essentiellement sur les petits vaisseaux, ce qu'on appelle dans le langage scientifique les résistances périphériques. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le premier chiffre, la systolique, est celui qui est le plus difficile à faire baisser, parce que toutes les molécules à notre disposition ont été développées pour traiter la définition historique de l'hypertension, qui était une élévation du deuxième chiffre, qui s'élève
plus naturellement quand on est plus jeune. Donc on a besoin d'innovation, elle est bridée, parce qu'aujourd'hui, qui dit innovation dit coût élevé de médicaments, et comme le coût sociétal de l'hypertension est très bas grâce au générique, et c'est une bonne chose, une molécule candidate à arriver sur le marché aujourd'hui a un tel niveau d'exigence qu'elle est bridée et on va dans des aires thérapeutiques moins exigeantes. Et pourtant, il y a des nouvelles molécules qui arrivent, plutôt dédiées aux formes d'hypertension résistante, c'est-à-dire je n'ai pas une hypertension contrôlée, malgré une combinaison de 3 médicaments correctement pris. Vous avez parlé de la différence entre les sexes. Les femmes sont protégées jusqu'à la ménopause ? Protégées plus trop, puisqu'on voit des femmes qui étaient habituellement, où il y a 20 ans, moins exposées à l'hypertension, autour de 35-40 ans, qui deviennent hypertendues. Ça devient un sujet pour les désordres hypertensifs de la grossesse. On a la chance en France d'avoir aujourd'hui une cohorte de grande qualité, très bien explorée, qui a permis de démontrer que les hypertensions de la grossesse deviennent de plus en plus fréquentes, que les femmes en âge de procréer déjà traitées par des traitements antihypertenseurs augmentent. C'est 8 à 9% non, des femmes enceintes ? C'est à peu près ce qu'on appelle la prééclampsie ? Alors ça, c'est la prééclampsie, c'est je ne suis pas hypertendue avant de débuter une grossesse et je fais cette forme un peu grave d'hypertension qui est une des principales causes de perte fétale quand même, et de perte maternelle. Mais il y a aussi un contingent de femmes en âge de procréer, les grossesses tardives, de la quarantaine, qui sont déjà traitées et qui posent de nouveaux problèmes. Tout ça est pratiquement induit par le fait que les femmes ont adopté pour certaines le mauvais comportement des hommes des années 80. Plus de tabagisme, plus de sédentarité, plus de surcharge pondérale. C'est d'ailleurs les femmes de 40 ans qui ont pris le plus de poids en 20 ans de toutes les strates de la population. Si on vous disait dans les 5 ans à venir, vous avez une baguette magique, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez, vous allez résoudre ce problème. Quelles seraient vos actions ? Est-ce que l'intelligence artificielle peut vous aider ? Est-ce qu'en fin de compte, c'est des grandes campagnes à la télévision ? Qu'est-ce qui ferait qu'aujourd'hui, en 5 ans, vous pourriez transformer le paysage qu'on n'a pas réussi à le faire en 10 ans ? Eh ben, les Portugais vont y arriver, je l'espère pour eux. Les Australiens ont pris à bras-le-corps le sujet, ils vont le faire. Et les Canadiens l'ont fait. Donc, je ne vais pas prendre ma baguette magique, je vais regarder ce qu'ont fait les voisins. Ce qu'ont fait les voisins, c'est de mettre autour de la table tous les acteurs qui ont un peu de responsabilité. C'est-à-dire, seul, on n'y arrivera pas. Ce ne sera pas un médicament qui y arrivera, ce ne sera pas un médecin qui y arrivera, ce ne sera pas un ministre qui y arrivera, ce ne sera pas la sécurité sociale qui y arrivera. Il faut que tout le monde soit convaincu que c'est, une priorité, et deux, qu'il mette ce qu'il peut sur la table. Certains vont pouvoir mettre de l'innovation, d'autres vont mettre de l'argent, les troisièmes vont mettre des injonctions favorables et non pas des injonctions globales à dire il faut moins prescrire, parce qu'on prescrit trop en France, ce qui veut en soi rien dire, si on ne s'intéresse pas à qu'est-ce qu'on prescrivrait de trop, et est-ce que ça s'applique à l'hypertension, par exemple, ce qui n'est pas vrai, et impliquer le patient et l'informer, un peu comme ce qui a été le cas au tout début de la prise en charge du sida. Un malade surinformé rendra son médecin moins inerte. Et en fait, aujourd'hui, les recommandations sur les algorithmes de traitement sont extrêmement simples. On pourrait les mettre dans une intelligence artificielle, une application, et un médecin, parce qu'il a le droit de ne pas être au top de la formation dans l'hypertension, pourrait appliquer des algorithmes de titration et éventuellement appeler un ami, ce qu'on appelle, aujourd'hui, le parcours de soins d'un hypertendu n'existe pas. Aujourd'hui, il y a des patients qui viennent voir des centres experts et qui n'ont absolument pas besoin. Une hypertension légère qui aurait pu être parfaitement traitée. Il n'y a aucune valeur ajoutée à ce qu'ils viennent me voir, par exemple, alors qu'il y a des malades qui sont captifs d'un médecin et qui auraient besoin d'un deuxième avis. Et ça, il faudrait un peu l'organiser, le formaliser et l'imposer pour y arriver. Des petites questions rapides. Est-ce que c'est vrai que le sel est très mauvais pour l'hypertension, pour la tension ? Pas toujours. Globalement, oui. C'est extrêmement intéressant, avant de devenir hypertendu, de réduire. Après, c'est plus compliqué parce que d'abord, on ne le ressent pas. Moi, je suis incapable de dire quelle quantité de sel j'ai mangé hier. Et puis, il faut savoir que les enfants d'hypertendus ou les hypertendus eux-mêmes ont une sensibilité au sel diminuée. Vous leur mettez des doses croissantes de sel au bout de la langue. Et vous leur demandez quand est-ce que c'est trop salé. Ils vont lever le doigt plus tard que vous, qui êtes normotendus et en pleine santé. Est-ce que le poids, et le surpoids en particulier, a une corrélation à la tension ? Oui,
le surpoids a une corrélation à la tension. Et aujourd'hui, on le voit très bien dans les pertes de poids rapides et faciles, la chirurgie bariatrique ou les molécules, les injections qui font perdre du poids. On a des premières données sur l'hypertension, de normalisation de tension qui sont assez impressionnantes. On dit globalement que 10 kilos, ça fait l'équivalent d'une molécule antihypertensive. Et le café ? C'est moins directement lié, ça fait ponctuellement accélérer la fréquence cardiaque et donc ça fait ponctuellement lever la pression artérielle, mais ce n'est pas le principal facteur d'une élévation chronique de la pression artérielle. Et l'alcool ? Indubitablement. Ouais. L'alcool, oui, et en particulier le binge drinking, c'est-à-dire l'alcoolisme festif de fin de semaine, peut induire des élévations brutales de la pression artérielle qui se compliquent d'accidents vasculaires cérébraux. Aujourd'hui, chez l'homme jeune, les gens jeunes qui ont de l'hypertension, on pensait historiquement chez les femmes qu'à la pilule. Aujourd'hui, avec la démocratisation de la cocaïne, c'est aujourd'hui quelque chose qu'on questionne systématiquement face à un hypertendu jeune. Et il faut y penser. Dernière question, on a parlé que d'hypertension. Est-ce qu'on peut aussi ne pas avoir assez de tension ? Oui, alors ça s'appelle l'hypotension. Alors quand on est jeune et en pleine forme, il est normal, si on ne se plaint d'aucun symptôme, d'avoir une pression autour de 10, il ne faut pas s'en inquiéter. Une faiblesse, des vertiges, des espèces de flou artistique, de voile devant les yeux, et puis le constat de chiffres en dessous de 10 peut amener à faire le diagnostic d'hypotension chronique, on peut le voir. Et on peut avoir surtout, et ça c'est très fréquent, une hypotension quand on se met debout, ce qu'on appelle l'hypotension orthostatique, et en particulier quand on a beaucoup de traitements et qu'on est âgé ou qu'on a des maladies neurologiques. On exige au médecin, c'est peut-être la seule chose qu'il restera dans une vision magique de la prise en charge de l'hypertension qui restera à faire au cabinet médical, c'est la recherche de cette hypotension qui nous amènera à moduler les traitements et à éviter les chutes et les complications des chutes chez les sujets âgés. Et quand la tension est trop basse, on peut la remonter ? On peut la remonter. Alors, généralement, elle remonte en vieillissant tranquillement. On peut la remonter en mangeant un peu plus salé. Et il y a, dans des situations très particulières et ciblées de maladies neurologiques, des médicaments pour faire élever la pression artérielle. Merci beaucoup, Jean-Jacques Mourad. On rappelle que vous êtes professeur de médecine interne à l'hôpital franco-britannique, c'est à Levallois, tout près de Paris. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire ou une note. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, prenez soin de vous.